Bonjour à toutes et à tous. On a tous connu, je pense, ce petit moment de trac, hein, avant de parler en public, ou cette gêne quand on arrive quelque part et qu'on connaît personne. Oui, c'est assez commun. Mais parfois, c'est plus que ça. C'est, c'est vraiment un gros malaise intense. Ça peut même paralyser. Ça parle à certaines personnes, ça... Ah oui, ça parle à beaucoup de monde, mais attention, faut bien faire la différence. Ce que vous décrivez, ça peut être de la simple timidité. Bon, la timidité, c'est un trait de personnalité, c'est normal. D'accord. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus envahissant. L'anxiété sociale. On appelle ça aussi phobie sociale. Phobie sociale, d'accord. Et là, c'est un vrai trouble anxieux. Ça perturbe lourdement la vie de tous les jours. Les relations, le boulot, les études, tout y passe. Et le moteur de tout ça, si je comprends bien, c'est la peur. La peur du regard des autres, d'être jugé. C'est exactement ça. La peur panique d'être jugé négativement. Ou que nos petits défauts, même minimes, soient exposés, critiqués, comme si on était toujours sur une scène en fait. C'est une excellente image, oui. Et cette peur, elle déclenche plein de choses. Ah oui, comme quoi? Physiquement déjà, on rougit, on transpire, le cœur qui s'emballe. Les fameux symptômes physiques. Voilà. Émotionnellement, c'est une angoisse très forte, une inquiétude qui peut commencer bien avant l'événement redouté d'ailleurs. L'anticipation anxieuse. C'est ça. Et puis il y a les comportements. Souvent, ça mène à l'évitement. On dit non aux invitations, on reste dans son coin. On fuit le regard aussi? Oui, on évite le contact visuel, on parle peu, voire pas du tout. Ça a l'air assez lourd à porter. Mais, et c'est important, ce n'est pas une fatalité, hein. C'est une condition qu'on connaît, qu'on peut gérer. Tout à fait. On peut apprendre à l'apprivoiser, à aller mieux. C'est une condition reconnue et il existe des solutions. Ouf. Et justement, c'est le but de notre discussion aujourd'hui. On va essayer de comprendre d'où ça vient, cette anxiété sociale, comment notre cerveau participe à ça, et surtout, on va explorer des stratégies, des choses concrètes, notamment comportementales, pour reprendre un peu le contrôle. Ces réactions physiques, émotionnelles, elles sont tellement fortes. Ça donne envie de savoir ça vient d'où au juste. Est-ce qu'on est comme ça, anxieux-social? C'est rarement une seule cause unique. C'est plutôt une combinaison de facteurs, un genre de cocktail. D'accord. Il peut y avoir une petite part de génétique, oui, une prédisposition. S'il y a déjà de l'anxiété dans la famille, le risque est un peu plus élevé. Un peu plus élevé, mais pas automatique. Ah non, surtout pas. C'est juste une vulnérabilité, ce n'est absolument pas une fatalité. La génétique ne fait pas tout, loin de là. Donc si c'est pas que la génétique, c'est l'environnement? Nos expériences de vie, exactement. Ça joue un rôle énorme. En fait, on considère souvent l'anxiété sociale comme quelque chose d'appris. Appris. Comment ça? Les expériences négatives, surtout si elles arrivent tôt dans la vie, genre enfance, adolescence, ça peut marquer. Le harcèlement à l'école, les moqueries, se sentir rejeté, Des trucs difficiles, oui. oui, ou même des traumatismes plus importants, des gros conflits à la maison, des abus. Et puis, même le style des parents peut jouer. Ah oui? Des parents très anxieux eux-mêmes ou très surprotecteurs ou au contraire très critiques, ça peut, sans le vouloir, enseigner à l'enfant que le monde social est un endroit dangereux où il faut se méfier. C'est fou comme le regard des autres, ou ce qu'on pense être le regard des autres, nous façonne. J'imagine que la culture, l'ambiance générale, même les réseaux sociaux aujourd'hui, ça doit jouer aussi, non? Ah oui, complètement. Notre cerveau, il apprend tout le temps à partir de ce qui l'entoure. Les signaux sociaux, comme on dit. C'est-à-dire? Comment les gens autour de nous réagissent, ce qu'on voit dans les médias sur comment il faut être en société, tout ça, ça façonne nos attentes, nos prédictions sur comment les choses vont se passer. D'accord. Si on est bombardé de messages sur l'importance d'être parfait socialement, de pas faire de vagues, forcément, ça peut nourrir l'anxiété. Et ça me fait penser à un truc assez troublant qui était mentionné. Cette idée que les personnes très anxieuses socialement croient souvent qu'il y a quelque chose de cassé chez elles. Fondamentalement. Oui, c'est un point vraiment central. Et c'est paradoxal, parce que ce qu'elles ont si peur de montrer, rougir, bafouiller, hésiter, ce sont des choses, parfaitement humaines. Oui, normal quoi. Oui, tout le monde fait ça. Voilà. Mais l'anxiété sociale, c'est comme une hyper-conscience de soi. Une source parlait de self-consciousness on steroids, la conscience de soi sous stéroïdes. C'est parlant ça. Oui, on est tellement focalisé sur soi, sur ce qu'on pourrait mal faire, qu'on n'arrive plus à être juste, présent, connecté à l'autre. Hmm. Le vrai soi, si on veut, c'est celui qui pourrait exister sans cette peur écrasante, celui qui est caché derrière. Cette image d'être coincé dans sa tête,
hyper conscient de soi, ça résonne beaucoup. Et ça nous amène direct au cerveau, non Ève? Comment ça se passe, là-haut, biologiquement, pour que cette peur et cette conscience de soi soient si exacerbées? Alors, pour comprendre le rôle du cerveau, il y a un concept super intéressant, celui du cerveau prédictif. Cerveau prédictif. Oui, notre cerveau, il n'attend pas passivement que les choses arrivent. Il passe son temps à essayer de deviner la suite. Il anticipe. Dis-port. Et pour ça, il se base sur quoi? Sur nos expériences passées, pour préparer nos réactions futures. Logique. Et l'anxiété, dans cette vision, c'est un peu comme une erreur de prédiction qui se répète. Le cerveau s'attend à un danger social, le rejet, l'humiliation même, quand, objectivement, la situation est cool ou neutre. Il surprédit le danger, en fait. C'est exactement ça. Il voit des menaces là où il n'y en a pas forcément. C'est frappant comme idée, cette erreur de prédiction. Et on sait où ça se passe dans le cerveau, hein. Qu'est-ce qui déraille, on va dire? Bon, en simplifiant beaucoup, on peut imaginer une sorte de dialogue déséquilibré entre deux zones importantes. Lesquels? D'un côté, on a l'amygdale. C'est un peu notre centre d'alarme, très réactif. L'alarme, ok. Chez les personnes très anxieuses socialement, cette alarme est hypersensible. Elle se déclenche trop vite, trop fort, même quand il n'y a pas vraiment de danger. Elle crie au loup trop souvent. Voilà. Et de l'autre côté, il y a le cortex préfrontal, le PFC pour faire court. Lui, c'est plutôt le centre de contrôle. Il raisonne, il planifie, et surtout, il est censé calmer les émotions. Le pompier qui vérifie s'il y a vraiment le feu. Le PFC a du mal à calmer l'alarme, l'amygdale, soit la communication entre les deux passe mal. Ah. Résultat, l'alarme hurle et on n'arrive pas bien à l'éteindre. L'image alarme-pompier est claire. Et il y a aussi l'insula, non? Qui serait liée aux sensations du corps? Tout à fait. L'insula, c'est elle qui nous dit « Tiens, ton cœur bat plus vite. Oh, t'as chaud aux joues. » Ok. Et chez les anxieux, il y a souvent une hypersensibilité à ces signaux corporels. Le cœur qui s'accélère un peu, ce n'est plus juste « Oh, je suis un peu activé », ça devient « Mon Dieu, c'est la catastrophe, tout le monde va le voir ». On interprète ça comme un danger imminent. Exactement. Et tout ça, ça se passe au niveau de circuits dans le cerveau. Il y a des circuits qui apprennent et retiennent la peur, Mhm. et d'autres circuits qu'on appelle circuits d'extinction, qui sont censés nous apprendre que finalement ce truc qui nous faisait peur n'est plus dangereux. Qui mettent à jour l'info, en gros. Voilà. Et dans l'anxiété sociale, le circuit de la peur est souvent suractivé, alors que celui de l'extinction, celui qui permet de dire « Ok, cette situation sociale s'est bien passée, je peux réviser ma prédiction de danger », il fonctionne moins bien. Le cerveau a du mal à désapprendre la peur. Et les fameux messagers chimiques, là, les neurotransmetteurs, euh, sérotonine, dopamine, ils ont un rôle là-dedans? Oui, il joue un rôle de moi dilapare, c'est sûr, mais c'est complexe. La sérotonine, par exemple, contrairement à l'idée reçue qu'il en manque, certaines études suggèrent qu'il pourrait y en avoir trop dans l'amygdale des phobiques sociaux. Ah bon? Trop, Oui. ce qui rendrait l'alarme encore plus sensible peut-être. Pour la dopamine, qui est liée à la motivation, au plaisir, Oui? un déséquilibre pourrait faire que les interactions sociales semblent moins gratifiantes, moins agréables, naturellement, ce qui n'aide pas à vouloir y retourner. D'accord, ça a du sens. Et puis, le GABA, c'est notre principal calmant naturel dans le cerveau, le frein. Il pourrait être moins efficace pour calmer le jeu neuronal quand ça s'emballe. Donc, si je résume, c'est pas juste un interrupteur manque de sérotonine ou autre. C'est un équilibre délicat entre plusieurs systèmes, zone cérébrale, circuits, messagers chimiques qui est perturbé. C'est exactement ça. Un équilibre qui fait que le cerveau est plus enclin à prédire le danger social, même quand il n'y en a pas. Comprendre tout ça, cette alarme hypersensible, le pompier un peu dépassé, les circuits qui coincent, c'est super éclairant. Mais en même temps, ça peut faire un peu peur. On peut se dire, ok, mais comment je fais, moi, pour changer ça? Est-ce qu'on peut agir là-dessus? Ah mais oui, absolument. C'est la question clé. Et la réponse est oui. Il n'y a pas de baguette magique, c'est sûr, mais on peut vraiment améliorer les choses, significativement. Ça, c'est encourageant. Il faut vraiment sortir de l'idée qu'on est coincé avec notre biologie. On a une marge de manœuvre. Une idée reçue qui a la vie dure, c'est qu'il faudrait d'abord être super confiant pour oser affronter ce qui nous fait peur. Mais les sources disent plutôt l'inverse, non? Totalement. C'est même une inversion cruciale à faire. La confiance, ce n'est pas le point de départ. C'est très souvent le résultat de l'action. Ah, C'est en osant faire les choses, même si on a la trouille, qu'on se prouve qu'on peut survivre. Et même, parfois, y prendre du plaisir. il faut y aller même sans être prêt. Oui, il faut accepter d'agir avant de se sentir prêt.
Sortir un tout petit peu de sa zone de confort, même si c'est juste d'un millimètre au début. Le millimètre par millimètre. C'est ça qui est important. Le changement, c'est progressif. Si on essaye d'affronter sa plus grande peur d'un coup, souvent on se casse les dents. Et ça peut même renforcer l'anxiété. Ok, petit pas. Petit pas, et on célèbre chaque petite victoire. Et dans cette approche petit pas, il y a une thérapie qui revient tout le temps, la TCC, thérapie comportementale et cognitive. C'est vraiment la référence. Oui, c'est l'approche la plus étudiée et la plus recommandée pour l'anxiété sociale. Et concrètement, ça consiste en quoi, la TCC? Alors, la TCC, elle s'attaque aux deux trucs principaux qui maintiennent l'anxiété en place. Les pensées anxieuses et les comportements d'évitement. D'accord. Commençons par les pensées alors. Comment on fait pour arrêter ces films catastrophes qui tournent en boucle dans la tête? Ça, c'est la partie cognitive de la TCC. On appelle ça la restructuration cognitive. Notre cerveau, on l'a dit, il interprète tout le temps. Oui, Mais quand on est anxieux, ces interprétations sont souvent biaisées. On imagine le pire scénario possible, le catastrophisme. où on croit savoir ce que les autres pensent de nous, en négatif bien sûr. Exactement, la lecture de pensée. Donc, la première étape, c'est d'apprendre à repérer ces pensées automatiques. Parfois, juste les noter, ça aide. Tenir un petit journal. Prendre conscience. Voilà. Et ensuite, on joue un peu au détective avec ses pensées. Ok, j'ai pensé ça. Mais quelle preuve réelle j'ai que c'est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres façons de voir la situation, moins dramatiques? On les challenge en fait. On les challenge, on les questionne pour essayer de développer des pensées alternatives plus réalistes, plus nuancées. D'accord. Et le deuxième pilier, c'est le comportemental. L'exposition. Oui, et c'est absolument fondamental. L'exposition graduelle. Pourquoi? Parce que l'évitement, Ça soulage sur le coup, mais ça entretient la peur. c'est exactement ça. L'évitement, c'est le meilleur ami de l'anxiété. Ça empêche le cerveau d'apprendre que la situation n'est pas si terrible que ça. Donc il faut s'exposer. Il faut s'exposer, volontairement, et surtout progressivement. On fait une liste des situations qui font peur, de la moins angoissante à la plus angoissante, et on commence par le bas de l'échelle. Pour créer ces fameuses erreurs de prédiction. C'est ça. Le cerveau anticipe, oh là là, ça va être horrible, mais en y allant encore et encore, on lui montre que ben non, la catastrophe n'arrive pas. Et petit à petit, il met à jour ses prédictions. Il désapprend la peur. C'est logique. Pour ne plus avoir peur du chien, il faut s'approcher de chiens gentils, petit à petit. C'est une bonne analogie. Et il y a un autre aspect comportemental important. Contrer cette tendance à s'observer soi-même en permanence. Ah oui, est-ce que je rougis? Est-ce que j'ai l'air bête? Voilà. La TCC propose des techniques de décentration. Au lieu de mettre toute son attention sur soi, on s'entraîne activement à la porter vers l'extérieur. Comment? Écouter vraiment ce que dit l'autre. Observer les détails autour de soi. Se concentrer sur la tâche qu'on est en train de faire. Ça permet de sortir de sa bulle d'anxiété et d'être plus naturel, plus dans l'instant. Sortir de sa tête, en gros. C'est ça. Il y a aussi une technique un peu étonnante mentionnée. La thérapie des incidents sociaux. Faire exprès des petites gaffes. Oui, la Mishap Therapy. C'est une forme d'exposition un peu plus avancée, on va dire. L'idée, c'est de faire exprès des petites choses socialement un peu gênantes ou bizarres. Comme quoi, par exemple? Demander l'heure alors qu'on a une montre. Faire tomber un truc pas fragile par terre. Poser une question un peu décalée dans un magasin. Ah oui, quand même. Attention, le but, c'est jamais d'embêter les autres ou de les mettre mal à l'aise. C'est vraiment un exercice pour soi. Pour se prouver quoi? Pour s'exposer volontairement à cette sensation de gêne, de qu'est-ce qu'on va penser de moi, et constater que il ne se passe rien de grave. Le monde ne s'écroule pas. Ça aide à désensibiliser le cerveau à la peur du jugement. Faut oser, mais je vois le principe. Désacraliser la peur du ridicule. Exactement. Et en dehors de la TCC, est-ce qu'il y a des outils plus quotidiens pour gérer l'anxiété sur le moment? Oui, bien sûr. Les techniques de relaxation, ça aide beaucoup. La respiration profonde, lente, abdominale, ça calme direct le système nerveux quand ça monte. La fameuse respiration carrée ou autre? Par exemple, oui. Et la pleine conscience, le mindfulness, apprendre à observer ses pensées, ses sensations, sans jugement, sans se laisser emporter, juste être là. Ça crée une distance salutaire. Et l'hygiène de vie générale. Ah. Le sommeil, le sport, ce qu'on mange, ça a un impact. Ah, mais c'est fondamental. C'est la base. Une bonne hygiène de vie, c'est le socle sur lequel tout le reste peut se construire. Donc, Donc, bouger régulièrement. L'exercice physique, c'est un super anti-anxiété naturel.
Bien dormir, c'est crucial aussi pour l'équilibre émotionnel. Et l'alimentation, caféine, alcool. Alors oui, attention à la caféine, ça peut clairement augmenter l'anxiété chez certaines personnes. Et l'alcool, Le fameux courage liquide. exactement. C'est un piège terrible. Ça peut sembler aider sur le coup, ça désinhibe un peu. Oui, on se sent plus à l'aise. Mais ça perturbe énormément le sommeil après. Et le lendemain, bonjour l'effet rebond d'anxiété. Sans parler du risque de dépendance si on commence à l'utiliser comme une béquille systématique pour affronter les situations sociales. Donc, à éviter comme solution. Vaut mieux réserver l'alcool au moment où on en a envie, pour le plaisir, pas parce qu'on en a besoin pour gérer son anxiété. C'est noté. Et puis bien sûr, travailler sur l'estime de soi, c'est hyper important. Comment ça se lie à l'anxiété sociale? L'estime de soi, c'est en partie la conviction qu'on a de la valeur, mais aussi qu'on est capable de faire face aux difficultés. D'accord. Et chaque fois qu'on réussit une petite exposition, qu'on relève un mini défi social, ça nourrit cette conviction. Ça change la perception qu'on a de soi-même. On se sent plus capable. Voilà. Et apprendre à s'affirmer aussi, c'est clé. Oser dire non, exprimer son opinion, ses besoins. Toujours avec respect, bien sûr. Ça aide à se sentir moins passif, moins victime des situations sociales. C'est un peu un cercle vertueux alors. Plus on ose, plus on se sent capable, moins on est anxieux, et plus on ose. C'est exactement ça. Mais c'est drôle parce que l'anxiété sociale, ça pousse à fuir les autres. Et pourtant vous dites que les liens sociaux sont importants? C'est le grand paradoxe. On est des êtres sociaux. On est câblés pour être en lien. Et figurez-vous que la présence calme et bienveillante d'une autre personne peut aider à réguler notre propre système nerveux. Ah oui, les autres peuvent nous apaiser. Oui, mais pour ça, il faut créer du lien. Et pour créer du lien, il faut oser. S'ouvrir un tout petit peu. Partager un peu de soi. Pas tout raconter d'un coup, mais un peu. La Selbstdisclosure, comme disent les anglo-saxons. C'est ça. Et l'amitié, ça se construit aussi dans la durée. La répétition des contacts est essentielle. C'est pour ça que c'est une bonne idée de fréquenter des endroits où on revoit les mêmes têtes régulièrement. Un club, un cours, une association. Ça crée des opportunités de lien plus facilement. Voilà. Et un dernier truc pratique. Souvent, on se met la pression pour être brillant, impressionnant, mais en fait, être juste chaleureux, authentiquement intéressé par l'autre, c'est souvent beaucoup plus efficace pour créer du lien. Être sympa, quoi. Bah oui, tout simplement. Et un dernier point très pratique. Avoir un rôle clair dans une situation sociale, ça aide beaucoup à réduire l'anxiété. Comment ça a un rôle? Si vous devez faire une petite présentation sur un sujet que vous maîtrisez pendant une réunion, par exemple, ou si, dans une soirée, vous vous donnez une petite mission, aider à débarrasser, aller chercher des glaçons, poser une question précise à l'organisateur. Ça donne une contenance. Oui, ça structure l'interaction. Ça réduit l'incertitude, le flou. Et comme l'incertitude est un grand moteur de l'anxiété, avoir un rôle, même petit, ça peut vraiment aider. Bon, on a vu plein de stratégies comportementales, cognitives, l'hygiène de vie, les liens sociaux. Mais il reste une question. Les médicaments. Quelle est leur place dans tout ça? Alors, les médicaments, oui, ils peuvent avoir une place. Surtout quand l'anxiété est vraiment très sévère, très handicapante au quotidien. D'accord. Ils peuvent aider à diminuer l'intensité des symptômes, ce qui peut, d'ailleurs, rendre les autres approches, comme la TCC, plus faciles à mettre en place. Si on est moins submergé par l'angoisse, on est plus disponible pour faire les exercices d'exposition, par exemple. Et quels sont les types de médicaments qu'on utilise le plus souvent? Alors, on pense souvent aux antidépresseurs, notamment ceux de la classe des ISR, les inhibiteurs sélectifs de la récaptage de la sérotonine. ISRS, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne fonctionnent pas tout de suite. Il faut souvent attendre plusieurs semaines avant de sentir un effet. C'est pas un remède instantané. Patience donc. Oui, après, pour des situations très ponctuelles, très ciblées, genre une grosse présentation orale, un examen, Oui, où les médecins prescrivent parfois des bêta-bloquants, eux, ils agissent surtout sur les symptômes physiques. Les tremblements, le cœur qui s'emballe, la transpiration, sans trop toucher à l'état mental. ça aide à gérer le trac physiquement. C'est ça. Et enfin, il y a les benzodiazépines. Ce sont des anxiolytiques puissants qui calment très vite. Les calmants. Oui, mais le gros problème avec eux, c'est le risque de dépendance. On peut vite s'habituer et avoir du mal à s'en passer. Donc leur utilisation doit rester très limitée dans le temps et vraiment pour des situations aiguës, Très ponctuel. extrêmement ponctuelles. Et le message vraiment essentiel ici, c'est que tout ça, ça se décide avec un médecin généraliste, un psychiatre. C'est indispensable. L'automédication, c'est vraiment une mauvaise idée. Bien sûr. Et est-ce que les médicaments seuls, ça suffit? Ou c'est mieux en combinaison avec une thérapie? En général, l'approche qui donne les meilleurs résultats, c'est la combinaison. Les médicaments aident à gérer les symptômes les plus forts, à sortir la tête de l'eau. Oui, ils aident à flotter. C'est une bonne image, oui.
Et la thérapie, surtout la TCC, elle apprend à nager. Elle travaille sur les causes profondes, sur les pensées et les comportements qui maintiennent le problème. Bon, on arrive au terme de notre exploration. Oui, déjà. Pour résumer, on peut dire que l'anxiété sociale, c'est complexe, c'est vrai, mais c'est vraiment loin d'être une fatalité. C'est les choses clés. Comprendre comment fonctionne notre cerveau avec ses prédictions et surtout savoir que ces prédictions peuvent être réapprises, modifiées, ça redonne du pouvoir. Le pouvoir d'agir. Ce sont des outils vraiment puissants, on a des leviers. Et le message à retenir, c'est peut-être aussi de ne pas rester seul avec ça. Si l'anxiété pèse vraiment lourd, si ça dure depuis des mois, on parle souvent de plus de 6 mois pour poser un diagnostic, Mais il ne faut vraiment pas hésiter à chercher de l'aide professionnelle. Un psychologue, un psychiatre. tout à fait. C'est une démarche importante et courageuse. Hmm. Et il faut se rappeler que c'est un chemin. Ça demande de la pratique, de la patience, de la persévérance. Chaque petit pas compte, vraiment. Chaque petite erreur de prédiction réussie. C'est ça.